Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Tové. Ce soir, nous recevons Vaïmoa Mouliava, membre du gouvernement en charge de l'habitat, de la fonction publique, de la transition numérique et également secrétaire général de l'Éveil océanien. Comme d'habitude, la première partie de cette émission sera consacrée à un entretien sur l'actualité, puis sur l'avenir politique et institutionnel du pays. Et dans la seconde partie, intitulée Entre nous, notre invité nous racontera comment le programme 400 cadres lui a sauvé la mise et lui a permis de ne pas devenir un petit délinquant. Bonsoir, Vaïmoa Mouliava. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Mme Marie. Alors, revenons tout d'abord à l'actualité politique du pays et sur la réélection la semaine dernière de Roch Ouamitan à la tête du Congrès. L'Éveil océanien se revendique comme un parti indépendant et non pas indépendantiste. Est-ce qu'on peut encore dire ça aujourd'hui? Oui, ils font des choix. Le parti, il fait des choix selon des lignes, une ligne directrice qu'il a établie. Et parfois, la ligne, elle est mouvante. Hein. Donc, il faut s'adapter. Donc, il avait très bien dit que s'ils arrivaient à trouver une candidature unique, donc à faire une liste unique au Congrès, l'histoire se serait écrite différemment. Mais comme ça n'a pas été le cas, il faut aussi ajuster aussi la course, quoi. Mais alors justement, le 5 juillet, lors du conseil politique de l'Éveil océanien, Milakulo Tukumuli avait dit « S'il n'y a pas de candidature unitaire des loyalistes, on restera dans notre coin et donc on s'abstiendra. » Finalement, vous avez changé d'avis parce que vous auriez pu vous abstenir. C'est vrai qu'ils ne sont pas abstenus. Hein. Ils ne se sont pas abstenus. Non, vous, l'Éveil océanien, vous auriez pu, vos 3 élus au Congrès auraient pu s'abstenir. Oui, ils auraient très bien pu s'abstenir, mais on ne s'est jamais abstenu depuis qu'on est rentré en politique. On a toujours fait des choix. Donc là, on a fait un choix, et c'est un choix assumé. Donc c'est un choix assumé de changer de ligne politique selon en fait les circonstances et quand il est impossible d'établir les équilibres, comme c'est ça que vous souhaitez, c'est établir les équilibres, mais quand ce n'est pas possible. Il y a dans l'équilibre, après c'est comment on qualifie. Il y a des équilibres d'affichage, hein, et puis il y a des équilibres, j'allais dire, sur les textes. Donc cet équilibre-là ne me semble pas rompu, puisque l'architecture reste la même, hein, c'est 25, 26, 3. Et puis je crois qu'il fallait aussi quand même peut-être un alignement entre le Congrès entre le gouvernement et le Congrès, si on veut faire passer des réformes. Et vous savez très bien que le cœur du mouvement de l'Éveil océanien, c'est le quotidien, les réformes sociales, économiques pour le pays. Donc, faute d'avoir eu un équilibre, j'allais dire, institutionnel basé sur des blocs antagonistes qui cicatrisent notre territoire. Là, il s'agit aussi d'un équilibre, hein, parce que l'équilibre architectural des voix au Congrès reste la même. Et puis, les réformes, on verra si on pourra, avec cet alignement, le faire, et puis veiller à ce que ces réformes, j'allais dire, soient équitables, avec plus de justice sociale et économique aussi. Oui. Alors justement, c'est vrai que le gouvernement de l'UMAPO arrive aux commandes dans un contexte très difficile, avec des comptes sociaux au bord du gouffre, un budget exsangue, les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, des échéances politiques incertaines. Justement, quelles sont les mesures que l'Éveil océanien attend de manière urgente, donc ces réformes justement pour plus d'égalité sociale? Qu'est-ce qui vous semble urgent? Et pour nous, il y a plusieurs sujets urgents d'ici les 3 mois qui arrivent. Il y a notamment le RUAM, il y avait le plan Santa qui existait. Il s'agissait d'une méthode, c'était la méthode du 16e gouvernement, qui se préoccupait d'abord du cumul des retards qui s'élevait à 25 milliards et qui envisageait un emprunt pour pouvoir s'en occuper, et puis s'attaquer ensuite au déficit structurel, qui, je rappelle, c'est 13 milliards par an. Là, la méthode du président Mapou, on va la voir, là. On va la voir arriver. C'est en cours de discussion. En tout cas, il me semble que les discussions qui sont menées en ce moment par le gouvernement, c'est déjà respecter l'annexe 6
du premier emprunt. De l'emprunt de l'Agence française de développement, voilà. donc qui effectivement fixait la création de nouveaux impôts. La création de nouveaux impôts, voilà. Donc il faut s'attendre à un alourdissement de la fiscalité, forcément. C'était ce qu'il y avait dans cette annexe, en tout cas. C'était ce qu'il y avait dans cette annexe qui avait été négocié par le 6e gouvernement. Donc là, je vais laisser le membre en charge de la fiscalité et le président Mapou s'exprimer sur ce sujet, mais il y a une volonté de prendre des engagements. Une vraie volonté de prendre des engagements vis-à-vis de cette annexe 6. Ensuite, il y a tout un petit train de textes là qui vont passer, qui concourent à justement régler ce problème des RUAM à court terme, moyen et long terme. Je crois que c'est ça c'est l'approche, on va dire, du plan Mapou, s'il faut l'appeler comme ça, parce que c'est le président du 17e. Vous allez bientôt en entendre parler, parce que c'est en cours, et le 17e gouvernement a pleinement conscience de ces priorités-là. Donc parce que la question c'est, selon les VOCNIens, ben oui c'est ça, ben comme tout le monde, parce qu'il y a les hôpitaux, etc. Mais pour nous aussi, il y a aussi la question de la SLN, qui a une visibilité selon les... Et sur les demandes d'exportation de nickel, c'est vrai que la SLN a dit la semaine dernière qu'elle en avait besoin. Vous y étiez plutôt favorable. On est plutôt favorable. Ce qui n'est pas le cas des indépendantistes. Non, ce qui n'était pas le cas des indépendantistes, mais je veux dire, ils sont aussi dotés de pragmatisme. Hein. Au pied du mur, ils ont aussi des solutions. Je pense que ça va se débloquer aussi dans les mois à venir. Parce que, donc se débloquer dans le sens d'autoriser la SLN à passer de 4 à 6 millions de tonnes. Selon certaines conditions qui seront fixées par la méthode du 17e gouvernement, la méthode Mapou, et puis UC, quoi. Et justement, en termes d'inégalité sociale, on a bien vu lors du dernier séjour à Paris que c'était mis en haut de l'agenda par le Premier ministre, enfin en tout cas dans la feuille de route. On parle beaucoup d'une augmentation du SMG qui pourrait être annoncée. Vous y êtes favorable? Oui, ça figurait, nous, dans notre plan, dans notre New Deal. Hein, vous savez, on avait un New Deal en 2019 qui prévoyait l'augmentation du SMIC. Tout un système, en fait. Il y avait aussi une baisse des cotisations sociales par rapport à des entreprises selon un certain chiffre d'affaires qui nous permettait de dégager une TGC sociale, etc. Donc tout ça, c'est en discussion. Et dans quelle proportion cette augmentation du SMIC? Ça a déjà été à peu près... je préfère pas en parler là, mais il y a une augmentation qu'on a proposée, mais ça doit être discuté. Vous savez, c'est un gouvernement collégial, il y a un nouveau président, une nouvelle équipe qui prend ses marques. Donc ça va se discuter dans les jours à venir. Justement, l'UMAPO a annoncé qu'il ferait sans doute son discours de politique générale autour du 15 août. Oui. Est-ce qu'on est toujours sur ce calendrier ? Oui. Donc c'est là en fait qu'on devrait en savoir plus sur les réformes à la fois fiscales, sociales, économiques au moment de ce discours de politique générale. Oui, exactement. Juste rappeler quand même qu'on n'a pas attendu l'État pour clamer haut et fort que les inégalités sociales et économiques sont au cœur de nos priorités. Mais elles se creusent et elles subsistent. Elles se creusent et elles subsistent. Donc, mais je veux dire, on n'a pas attendu que l'État en fasse une priorité pour que ce soit la nôtre. C'était plutôt la nôtre et c'est devenu celle de l'État et puis de nos partenaires en général. On va avancer un petit peu. Je voulais juste vous interroger en ce qui concerne la bulle sanitaire. Vous êtes allé récemment à Wallis et Futuna. Qu'est-ce que vous y avez vu et est-ce que il va y avoir une réouverture de cette bulle sanitaire entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna? Oui, c'est en cours d'une discussion. Alors la mission que j'ai faite lors du 16e gouvernement, hein, c'est quasiment la dernière mission de ce gouvernement, j'allais dire au crépuscule de son exercice. Ça a duré longtemps quand même. Oui, c'est vrai. Et pourquoi cette mission? Tout simplement parce que je suis intervenu lors de l'éclatement de cette bulle pour aider la DAS à rechercher les passagers. Mais là, qu'est-ce que vous avez vu sur place? Ça vous a plutôt rassuré? Vous êtes plutôt dit, bon, ben là, avec ce qui a été mis en place, il n'y aura plus de fuite, puisqu'on sait que l'épidémie de mars dernier avait été due à une fuite dans la quatorzaine à Wallis et Futuna. Est-ce que ça vous semble sûr aujourd'hui pour qu'on puisse rouvrir?
Oui, c'était l'objet de cette mission. Voilà, et donc vous en avez déduit quoi? Juste rappeler que cette mission, il y a eu un sénateur coutumier, le sénateur Goni, et puis un docteur épidémiologiste de la HADAS. L'idée, c'était d'objectiver des tendances, des intuitions, parce que ça faisait depuis le mois d'avril que je suis de près au lycée Futuna et il n'y avait pas de cas positifs déclarés depuis le mois d'avril. Donc il y avait des tendances. Donc là, l'objet de cette mission, c'était d'objectiver, d'aller sur place. Et avec, écoutez, le rapport il a été rendu aux membres du gouvernement, au président du 7e gouvernement. Le rapport conclut que le Covid ne circule plus là-bas. D'accord. Oui, oui, ils sont redevenus exempts de Covid eux aussi, donc il est probable que la bulle rouvre prochainement. Oui, mais comme c'est très délicat, vous savez, très délicat, il y a la peur, etc. Donc il y a certainement des conditions encadrées. J'ai aussi travaillé avec le gouvernement pour pouvoir, j'allais dire, piloter cette bulle. Pas l'ouvrir comme la dernière fois. Il faut éviter les erreurs du passé. Donc là, on aura une plateforme d'échange de données et puis aussi qui permettra de tracer les flux des passagers pour pouvoir les retrouver rapidement, plus facilement, de manière efficace. Voilà. On va poursuivre notre interview en parlant de l'avenir politique. Vous étiez à Paris lors de la dernière mission. Vous avez été reçu par les plus hautes instances de l'État. Quelle impression vous a fait ce gouvernement par rapport au dossier calédonien? L'impression d'avoir affaire à des gens qui connaissent le dossier, qui s'y intéressent, qui s'y investissent. Ça vous a donné quelle impression générale? Écoutez, la production de ce document nous montre qu'ils ont un intérêt. Sinon, ils n'auraient pas mobilisé tous les experts, n'auraient pas assisté à ce défilé d'experts auquel on a eu à Paris sur toutes les questions. Donc, ils se sont vraiment saisis du sujet. Et puis, je veux juste rappeler que ça a été demandé depuis un bon moment. Ces documents sur les conséquences du oui ou du non. Moi, j'ai vu un gouvernement déterminé, engagé, responsable, ne serait-ce que par... et puis qui produit. Parce qu'il y a eu un produit, le travail a été mené. Maintenant, il faut que chacun des mouvements, des responsables politiques, mais j'allais dire même, y compris la société civile, je pense que c'est ça aussi l'innovation. C'est ça côté novateur de ce gouvernement, c'est qu'il rend accessible tous ces documents. Voilà. Et alors, donc, ce document qui effectivement détaille les conséquences du oui et du non à l'indépendance, vous faites plutôt partie, on va dire, de la branche indépendantiste de l'Oveil océanien, qui représente à peu près, je crois, 20% de vos militants. Est-ce que vous avez, pas changé d'avis, mais est-ce que votre avis sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie a évolué après ces entretiens, ou quelle a été la portée de ces échanges sur votre sentiment personnel? Écoutez, le sentiment, c'est que on a peut-être encore besoin de se former. Parce que quand vous voyez un gouvernement en face de vous avec peut-être un arsenal d'experts, la question que je me posais, mais pourquoi nous, on n'est pas venu avec notre arsenal d'experts aussi, pour pouvoir analyser ou contre-analyser ce qui nous était proposé. Donc voilà, un sentiment de peut-être que les experts sont déjà là, mais on ne les mobilise pas. Et ça vous a apporté des éléments de réflexion qui vous ont fait dire que peut-être il fallait envisager l'avenir différemment ou... Mais, je ne sais pas si fondamentalement ça va changer les positions des uns et des autres, mais en tout cas ça interroge. Ça interroge parce que moi, le sentiment que j'ai, je le dis, c'est que la question qu'on se pose quand on se trouve dans cette situation à laquelle j'ai fait face, c'est où est notre intelligentsia du pays? Où elle est? Donc je suis certain qu'elle est là, mais avons-nous créé les conditions pour les mobiliser sur des sujets aussi structurants, aussi essentiels pour notre pays? C'est la question que je me suis posée. Et il faut les rechercher, ils sont là, ou alors il faut les compléter. Et il y a des sujets comme la géostratégie, la géoéconomie, où on a besoin
il me semble, d'experts aussi sur Alors ce domaine-là. vous parliez de géostratégie, c'est vrai que vous avez vu le général Lecointre qui était... Non, moi je ne l'ai pas vu. Hein. Ah, vous ne l'avez pas vu, mais enfin, vous avez entendu son message, donc le chef de l'armée française. Il a dit malheur aux petits, Emmanuel Macron l'a d'ailleurs répété la semaine dernière en Polynésie. Est-ce que vous pensez aussi ça, malheur aux petits, et que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, face à notamment la Chine qui avance ses pions dans la région, la Calédonie aurait intérêt à se placer sous la protection de la France, où les intérêts de la France et ceux de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas forcément convergents, et donc il faut être plus prudent? Non, vous savez, moi je regarde ce que je veux dire. Voilà. Vous savez que je suis un homme de culture, et j'aime l'histoire, notamment la préhistoire. L'équilibre, la survie des gens dans les îles a toujours dépendu. Vous savez, c'est un tiers de la surface de la planète, des petites îles, avec pas beaucoup d'eau et très peu de terre. Donc les anciens, si on est encore en vie en 2021, c'est qu'ils savaient que la question des interdépendances était au cœur de leur survie. Et que la survie était conditionnée par la capacité des gens de la Terre à accueillir ceux qui arrivaient, et puis ceux qui arrivaient à nouer des liens avec ceux qui étaient là. Donc une fois que vous savez ça, pour un homme d'histoire et de culture comme moi, ben je sais qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Bien que le monde ait évolué et que le monde soit devenu un village, la question des interdépendances reste toujours au cœur de l'actualité. Et ça sera vrai aujourd'hui, hier, aujourd'hui, et ça sera vrai demain. Vous voyez? Donc ensuite, vous pouvez regarder qu'est-ce qui s'est passé chez nos voisins. Vous savez, vous avez les îles Cook, Tokelau, etc., Tonga Samoa, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Hein? Les gens, ils étaient quand même britanniques à un moment donné, hein, ou australiens. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Le Commonwealth. Le Commonwealth. Donc ils se sont placés dans une situation d'interdépendance entre eux, à relier avec aussi d'autres grandes puissances. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie, les territoires français, l'avenir de ces territoires français, c'est de rester français, ou un jour de développer ces interdépendances au sein d'une communauté culturelle, technique et intellectuelle, avec d'autres liens, avec la région? C'est la question, c'est la question. Mais la réponse, quoi qu'il arrive, c'est, je le dis, celle que nos ancêtres nous ont toujours donnée. C'est les interdépendances. Alors justement, en parlant d'interdépendance, on voit qu'il y a des inquiétudes quand même au sein de la communauté wallisienne et futunienne sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, notamment en cas de oui, de savoir quelle serait leur place, quels seraient les liens entre les deux territoires. Et ça a d'ailleurs été un des chapitres qui a été discuté à Paris en matière de santé, de formation, de nationalité. Qu'est-ce que vous disent les gens de votre communauté? Ils vous font part de ces inquiétudes? Ils s'interrogent, et sur quel sujet? Oui, ils s'interrogent sur le oui ou le non, mais je veux dire, ils n'ont même pas besoin d'attendre le oui ou le non, ils s'interrogent là encore aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, malgré, c'est-à-dire, les accords de Nouméa ont matérialisé la scission, hein, entre la Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Et puis, ce n'est plus une dépendance administrative de la Nouvelle-Calédonie. Hein. Juste rappeler que c'était comme une province, quoi. Hein. Et c'est pour ça qu'on n'a qu'un seul avion. Il n'y a pas de RW Wallis-et-Futuna, il n'y a pas. Non. Oui, il y a c'est quand même des liens qu'il va falloir. Oui, mais je veux dire, la question se pose aujourd'hui. Oui. Elle se pose aujourd'hui, puisque quand on veut aller à Wallis-et-Futuna, hein, je veux dire, la première des libertés, c'est la mobilité. Et si la mobilité, c'est de venir prendre Air Calin ici, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, depuis l'État a proposé travailler avec les partenaires ici, l'accord particulier, pourquoi ils ne se sont pas préoccupés depuis 1998 de plus désenclaver Wallis-et-Futuna? Parce qu'on se retrouve là. C'est ça le problème. Je vous coupe l'horloge tourne. Est-ce que vous allez faire campagne pour le prochain référendum à l'éveil océanien, ou comme il y a 2 ans, vous n'allez pas faire campagne et pas donner de consignes? Belma Faleo a parlé d'une campagne pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en discussion. C'est en discussion. La décision n'est pas encore arrêtée.
Est-ce qu'il faut faire campagne ou il ne faut pas faire campagne? Ça, nous, on n'est pas un mouvement comme les autres. Non. Mais en tout cas, vous vous posez la question. La fois dernière, c'était plus net. Vous aviez dit assez rapidement que vous ne feriez pas campagne. Oui. Là, vous vous interrogez. Ouais, oui, on s'interroge parce que ça tire dans le mouvement. Il y en a, les uns tirent vers là, les autres tirent vers l'ouest, d'autres tirent vers le milieu. Donc, il faut voir l'équilibre aussi dedans, ce que ça va être, quoi. Alors, je vais vous proposer de passer à la prochaine rubrique de notre émission, la question qui plaît ou la question qui pique. Je vais vous présenter deux corbeilles, là les questions qui plaisent, là les questions qui piquent. Vous allez en tirer celle que vous voulez, laquelle choisissez-vous et vous allez me la donner. Merci. Pique. Celle qui pique. Le piment. Le piment. Alors, le piment. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un homme de culture et vous auriez souhaité prendre le portefeuille de la culture au gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il vous a échappé ? Non, en fait, vous savez, prendre le portefeuille de la culture, ça a toujours été dans le périmètre des indépendantistes. C'est pas que je ne le voulais pas. C'est qu'on ne me l'a pas proposé. Voilà, on ne vous l'a pas proposé. Voilà. Donc, quelque chose, rien ne peut m'échapper si je ne la demande pas. Je n'ai pas demandé. Donc, moi, j'attendais qu'on me la propose. Ouais, ça ne me l'a pas proposé, donc rien ne m'a échappé. Voilà. Alors, on va passer à la seconde partie de notre émission Entre nous. Alors, Vaïmoa Mouliava, vous êtes aujourd'hui membre du gouvernement, un homme politique respectable et respecté, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez failli devenir un petit voyou, comme vous dites, après un drame personnel et avant que l'opération 400 cadres vous sauve la mise et vous permette d'aller vous former. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans un reportage d'Audrey Poëdi. C'est un peu ici que ça a commencé l'histoire des Mouliava. Ici, avec mon vieux, qui a un peu structuré la commune de Dimbéa, surtout sa communauté walisienne et foutounienne. Et puis aujourd'hui, c'est le jour un peu anniversaire de cette chapelle qui porte ce nom-là. Et ils sont en train de faire un petit bingo pour renouveler un peu la toiture, puis entretenir un peu cette mémoire. Quand mon mari et moi, on a eu Vaïmoa, on était très heureux parce que c'était notre deuxième fils. J'en avais perdu un. Et puis 2 ans après ma fille est née, on a eu Vaïmoa. C'était le plus grand de mes enfants. Il a fait le lycée La Pérouse avec sa sœur et c'est là qu'il a perdu son père. Quand j'ai perdu mon mari, 14 ans, ça a été vraiment dur. Dur pour lui. Il n'avait jamais accepté la mort de son père. Et il était devenu terrible, terrible. Après, quand il est allé au lycée La Pérouse, il a été exclu parce qu'il avait à moitié étranglé l'adjointe de la directrice. Alors il est sorti de là, je me suis dit, il ne va pas rester comme ça. Je vais le réinscrire. Et j'ai pensé au lycée d'Okamo. Donc moi j'étais le directeur, physiquement il était imposant, puis il avait une attitude aussi, un comportement comme quelques autres, ce qui fait que quand on se croise, on a une relation d'adulte. En plus, on avait une petite relation aussi parce que Vaï écrivait, je ne sais pas s'il écrit toujours de la poésie, mais à l'époque il écrivait, enfin il commençait à écrire, et donc on en parlait un peu, et je sais que quelques années plus tard, il m'a donné quelques textes qu'on a publiés avec l'association des écrivains dans une revue. Ensuite, il est revenu me voir après les résultats du bac, et il est revenu me voir pour remercier l'établissement, l'institution. Moi j'étais là avec Monsieur Tarou, et il nous a remercié de l'avoir accueilli et de l'avoir conduit jusqu'au bac. Quand ma fille elle arrive au monde, c'est véritablement ce déclic qui se construit au fur et à mesure que l'adolescent il devient un peu un homme aussi, puis qu'il refuse de voir qu'il devient un homme. Mais quand lui, le bébé il arrive, il est annoncé, tu réalises que toi-même tu regardes un père qui est parti alors que toi-même tu vas devenir père. Donc c'est là que je me pose plein de questions et puis je me mets en état d'urgence. Et c'est comme ça que
j'ai pu partir en France avec le programme qui s'appelait encore à l'époque 400 cadres, avant de devenir cadre à venir. Et puis j'ai pu emmener ma femme et ma fille qui n'avaient que 5 mois à l'époque. Voilà, une nouvelle aventure. Puis pour ça, je dis souvent que le programme, c'est un peu mon deuxième papa, qui m'a redonné un sens à ma vie, puis qui a fini de construire l'homme que je suis aujourd'hui, quoi. Donc on le voit dans ce reportage, le décès de votre papa a vraiment marqué votre parcours, vous a fait un peu sortir des rails. On peut peut-être rappeler qui était votre père, Kalepo Moliava, qui a été lui aussi quelqu'un qui a voulu émanciper politiquement les Wallisiens, les Futuniens de Calédonie. Oui, mon père, Kalepo, il faisait partie des vieux qui ont essayé de s'instruire via la religion. Ouais. Et lui venait de Wallis, il est rentré à Lano, et puis il est arrivé ici à Saint-Léon, et il faisait partie de la génération des vieux Jean-Marie Tibaou, Machoro à l'époque. Oui, ils étaient au séminaire ensemble. Ils étaient au séminaire ensemble, voilà. Et voilà, on parlait d'intelligentsia, et moi je pense que c'est cette époque-là, c'est le creuset de l'intelligentsia océanienne. Et puis sans oublier le côté des protestants qui avaient aussi les leurs. Mais voilà, papa, il faisait partie de ce creuset-là. Et puis très rapidement, il a rencontré la femme de sa vie, hein, et il est sorti des rangs des prêtres, des curés. Et puis, lui, très rapidement, il a, un peu comme un prêtre sans soutane, il s'est attaqué aux injustices sociales, etc. Et il a été notamment fondateur de plusieurs mouvements politiques, dont l'Union océanienne, qui effectuera une percée aux premières élections provinciales de 89. Mais juste pour rappeler, son principal souci, c'était d'informer les gens. Ouais. Et c'est pour ça qu'il avait créé en 1973 le journal Fetu Aho, qui était un journal en langue wallisienne et futunienne, un journal d'actualité politique, culturelle, etc., pour informer les gens qui, à l'époque, ne comprenaient pas trop le français. Donc c'est comme ça qu'est née doucement son envie d'informer les gens, et puis de se politiser, et petit à petit, il a créé les différents mouvements que vous avez dit. Alors, un petit mot quand même sur le programme 404 qui s'appelle Cadre Avenir aujourd'hui. Vous en êtes ressorti avec une formation de conservateur-restaurateur de biens culturels. Comme vous dites, ça a été un peu un deuxième papa. C'est vraiment ce programme qui vous a tiré d'affaire, parce que vous avez eu quelques années, on va dire, compliquées, agitées. Oui, non, mais je le dis souvent. Je dis aussi que ça a commencé déjà un peu avec le programme PEPS. Je suis vraiment un produit de ces dispositifs-là. Le programme PEPS, c'était le programme d'accompagnement d'insertion provinciale des jeunes, c'est par la province sud, qui m'a sorti déjà un peu de la mauvaise route. Et puis, petit à petit, je le disais, voilà, en ayant un peu un enfant, etc., et le programme est arrivé. Et vraiment, c'est le programme, je disais, un peu comme mon deuxième papa, oui, au-delà de tout le confort intellectuel que ça m'a apporté, puis le confort aussi, j'allais dire, professionnel. Hein, il a vraiment redonné un sens à ma vie. Un sens à ma vie. Voilà. Merci, on va passer à la rubrique suivante de notre émission, le questionnaire de Proust. Alors, rapidement, parce que l'émission touche bientôt à sa fin, le don que vous aimeriez avoir. Le don ? Oui, quel est le don que vous aimeriez avoir ? D'avoir une discussion avec les anciens qui ont trépassé. Le film que vous n'oublierez jamais. Je ne me rappelle plus le titre, mais c'est un film où il y avait un journaliste de reporter qui allait, enfin je ne sais plus le titre, mais c'était un film de journaliste, reporter sans frontières et tout comme ça. Le poète qui vous inspire. Baudelaire. Et la fête religieuse que vous ne manquez jamais.
Vous n'êtes pas très religieux, paraît-il, alors que les Wallisiens et les Futuniens sont très pratiquants. Oui, bon, ça vient depuis un moment, ça. C'est pour ça que je cherchais un endroit pour un peu cristalliser un peu l'ancrage, et c'est cette église-là. Oui, Mais, donc une fête. oui. Noël, peut-être, que vous fêtez tout le temps? Non, faites-moi vraiment, hein, tous les jours, c'est une fête, quoi. D'accord. Place maintenant au QCM de Tové. Pour cette rubrique, Vaïmoa Mouliava, on vous a préparé un petit questionnaire assez général sur le patrimoine de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est votre domaine de prédilection. Alors la première question, où se trouve la vallée Tabou, au lieu de la révolte kanak de 1878, classée site historique de la province sud? À Farino, dans le parc des Grandes Fougères, à Borail, sur le domaine de Guarodeva, ou à Yaté, dans le parc des Grandes Rivières. De la Grande Rivière, pardon. C'est le B. C'est le B. Oui, très bien. En quelle année les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie ont-ils été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO? 2008 ou 2009? Ah, faut choisir. 2008. Parfait. Une pièce peut-être unique au monde a été remontée en 2015 de l'épave de la Seine, un navire qui a fait naufrage au large de Pueblo en 1846. De quoi s'agit-il? Un sabre royal, un four à pain ou une cuisine distillatoire? Vous qui avez travaillé dans les ateliers de fortune de mer. C'est le sabre royal? Non, c'est une cuisine distillatoire qui permettait de cuire et de distiller l'eau de mer. Quel est le motif récurrent des pétroglyphes kanak? La croix enveloppée, le cercle percé ou le triangle encadré? J'ai pas bien vu. La croix enveloppée, le cercle percé ou le triangle encadré? Purée, je sais pas. La croix? Oui, la croix enveloppée, 3 sur 4. On arrive presque au terme de cette émission, mais avant de nous quitter, regardons quelques photos, images en large. Alors, je vais vous demander de commenter 3 tours de photos de l'actualité extérieure au pays. Alors, la première, on ne va pas s'afficher à l'écran, c'est Jacinda Ardern, la première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a demandé pardon aux habitants des îles du Pacifique récemment, qui, dans les années 70, ont été la cible d'expulsions et d'arrestations arbitraires. Ça vous a touché, ce geste? Vous trouvez que c'est bien de reconnaître les erreurs du passé? Oui. Enfin, moi, je trouve que c'est essentiel, hein. C'est bien, parce que ça montre que les générations se succèdent et ne se ressemblent pas. Et ça, c'est important, parce qu'il faut que le temps ait un marqueur d'évolution et de progression, même progressiste un peu. Ouais. Et ça, c'est vraiment, moi, je pense que c'est très bien, parce qu'on dit souvent on a des valeurs, de ceci, mais dire des valeurs, ça prend 10 secondes, quoi. Mais la vertu, ça se démontre. Et ça, c'est un début de démarche vertueuse. Alors, la deuxième photo. Les Jeux Olympiques, alors, qui ont lieu en ce moment, ça vous intéresse? Vous regardez, vous suivez des épreuves, des sports? Voilà, en ce moment, je n'ai pas trop le temps. Hein. Non, vous ne regardez pas trop. Non. Donc, il y a un sport, non, vous n'avez pas de sport préféré, ou une compétition, le judo, ou même les Calédoniens, vous avez suivi un peu? Non, c'est pas. Vous êtes trop pris par vos occupations? Non, on a un nageur, c'est ça? Oui. On a un nageur qui est classé 9e, là. Il était 9e. Donc c'est très bien. Oui, non, je 4e. Oui. Ah, mince, pardon. Mais il y a un vélo plancher, ça aussi. Non. Je suis trompé. Très bien, mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Vaïmoa Mouliava, d'avoir participé à cette émission. Alors, comme c'est la tradition, c'est l'invité qui choisit la musique du générique de fin. Et qu'avez-vous choisi? Océanie, de Edou. Océanie de Edou, donc vous avez choisi un artiste local. Merci beaucoup. On va donc écouter Edou pendant que je vous laisse mettre un petit mot dans notre livre d'or. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. On se retrouve le mois prochain et vous pourrez retrouver l'émission en replay sur le site de Calédonia. Belle soirée.